Après le départ de son oncle, Madame Papovski se sentit saisie d'une joie folle. Ils sont bien réellement partis, se disait-elle. Je reste souveraine maîtresse de Gromiline et de toutes les terres de mon oncle. Je tirerai le plus d'argent possible de ces misérables paysans, paresseux et ivrognes, et de ces coquins d'intendants, voleurs et menteurs. J'ai 60 000 roubles de revenus à moi, mais 600 000. Voilà une fortune qui m'aidera à augmenter la mienne. D'abord j'enverrai le moins d'argent possible à mon oncle, s'il m'en demande, peut-être pas du tout, puisqu'il m'a dit qu'il avait gardé les capitaux pour ses favoris d'Abrovine et d'Érigny. Je ferai fouetter tous les paysans pour leur faire augmenter leur abroc, redevance ou fermage que paient les paysans quand on leur abandonne la culture des terres. De 10 roubles à 100 roubles. Je vendrai tous les dvarovoïs. Les dvarovoïs sont les paysans qui ont été attachés au service particulier des maîtres. Leurs familles ont à jamais le privilège de ne plus travailler la terre et d'être nourris et logés par le maître. Les hommes, les femmes, les enfants, mon oncle en a des quantités, je les vendrai tous, excepté peut-être quelques enfants que je garderai pour amuser les miens. Il faut bien que mes garçons apprennent à fouetter eux-mêmes leurs gens, ces enfants serviront à cela. Quand on fait fouetter, on est si souvent trompé. Entre amis et parents, ils se ménagent. Vous croyez votre homme puni, pas du tout. À peine s'il a la peau rouge. C'est mon mari qui savait faire fouetter. Quand il s'y mettait, le fouetté sortait d'entre ses mains comme une écrevisse, mon oncle gâtait ses gens, il faut que je remette tout cela en ordre. Ce Vassili. Il se repentira de n'avoir pas obéi à mes volontés en cachette de mon oncle. Commençons par lui. Vassili. Vassili. Où est-il? Machka, va me chercher cet animal de Vassili qui ne vient pas quand je l'appelle. La pauvre fille courut à toutes jambes chercher Vassili, et revint tremblante dire à sa maîtresse que Vassili était sorti et qu'on ne le retrouvait pas. Les yeux de Madame Papovski flamboyaient. Sorti. Sorti sans ma permission. Mais c'est impossible. Tu es une sotte. Tu as mal cherché. Cours vite et si tu ne me le ramènes pas, prends garde à ta peau. La malheureuse Machka courut encore de tous côtés, et, n'osant revenir seule, elle ramena Nikita, le maître d'hôtel. Et Vassili? Cria Madame Papovski quand elle les vit entrer. Nikita. Vassili est sorti, Maria Petrovna. Madame Papovski. Comment a-t-il osé sortir? Nikita. Il est allé à la ville pour chercher une place. Madame Papovski resta muette de surprise et de colère. Le maître d'hôtel continua, en la regardant avec une joie malicieuse. Monsieur le comte, nous ayant donné la liberté à tous, nous tâchons de nous pourvoir à Smolensk. Moi, je compte aller à Moscou, ainsi que les cochers et les laquais, d'après les ordres de monsieur le général Negrinsky, qui veut nous avoir. Madame Papovski. La liberté. Mon oncle. Sans me rien dire. Mais vous êtes fou. C'est impossible? Vous ne savez donc pas que c'est moi qui suis votre maîtresse, que j'ai tout pouvoir sur vous, que je peux vous faire fouetter à mort. Nikita. Monsieur le comte nous a donné la liberté, Maria Petrovna. Personne n'a de droit sur nous que notre père l'empereur, le gouverneur et le capitaine Ispravnik. La colère de Madame Papovski redoublait, elle ne voyait aucun moyen de se faire obéir. Nikita sortit. Machka s'esquiva, Madame Papovski resta seule à ruminer son désappointement. Elle finit par se consoler à moitié en songeant à la broque de 100 roubles par tête qu'elle ferait payer à ses 6000 paysans de Gromiline et à tous les paysans de ses autres propriétés nouvelles. Les jours suivants, elle se promena dans ses bois, dans ses prés, dans ses champs, en admira la beauté et l'étendue, marqua, dans sa pensée, les arbres qu'elle voulait vendre et couper. Parcourut les villages, parla aux paysans avec une dureté qui les fit frémir, et qui leur fit regretter d'autant plus leur ancien maître. Le bruit, de la donation de Gromiline à Madame Papovski, s'était répandu et avait jeté la consternation, dans tous les esprits et le désespoir dans tous les cœurs. Elle leur disait à tous, que la broque serait décuplée, qu'elle ne serait pas si bête que son oncle, qui laissait ses paysans s'enrichir à ses dépens. Quelques-uns osèrent lui faire quelques représentations, ou quelques sollicitations, ceux-là furent désignés pour être fouettés le lendemain. Mais, quand ils arrivèrent dans la salle de punition, leur juge, qui les avait accompagnés, produisit un papier qu'il avait reçu du capitaine Ispravnik, et qui contenait la défense absolue, faite à Madame Papovski, d'employer aucune punition corporelle contre les paysans du général comte d'Ourakine, ni fouet, ni bâton, ni cachot, ni privation de boisson et de nourriture, ni enfin aucune torture corporelle, sous peine d'annuler tout ce que le comte avait concédé à sa nièce.
Madame Papovski, qui était présente, pour assister aux exécutions, poussa un cri de rage, se jeta sur le juge pour arracher et mettre en pièces ce papier maudit. Mais le juge l'avait prestement passé à son voisin, qui l'avait donné à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le papier eût disparu et fût devenu introuvable. Maria Petrovna, dit le juge avec un sourire fin et rusé, l'acte signé de monsieur le comte est entre les mains du capitaine Ispravnik, il ne m'a envoyé qu'une copie. Le juge sortit après s'être incliné jusqu'à terre, les paysans en firent autant, et tous allèrent au cabaret boire à la santé de leur bon monsieur le comte, leur excellent maître. Après un temps assez considérable passé dans d'inutiles colères et des résolutions impossibles à effectuer, elle se décida à aller à Smolensk, à voir le capitaine Ispravnik, et à chercher à le corrompre en lui offrant des sommes considérables, pour déchirer les actes par lesquels le comte d'Ourakine donnait la liberté à ses gens, et défendait à sa nièce d'infliger aucune punition corporelle à ses paysans, ce qui serait un obstacle à l'augmentation de la broque, etc. Elle rentra au château, assez calme en apparence. 1 heure après, elle roulait sur la route de Smolensk au grand galop des chevaux. Le capitaine Ispravnik était chez lui et ne fut pas surpris de la visite de madame Papovski, car il connaissait toute l'étendue de ses pouvoirs, la terreur qu'il inspirait, et la soumission que chacun était tenu d'apporter à ses volontés et à ses ordres. Il était très bien avec le gouverneur, qui le croyait un homme rigide, sévère, mais honnête et incorruptible, de sorte que les décisions de ce terrible capitaine Ispravnik étaient sans appel. C'était un homme d'un aspect dur et sévère. Il était grand, assez gros, roux de chevelure et rouge de peau, son regard perçant et rusé effrayait et repoussait. Ses manières et son langage mielleux augmentaient cette répulsion. Madame Papovski le voyait pour la première fois. Il la fit entrer dans son cabinet. « Yefim Vassilievitch, lui dit-elle en entrant, c'est à vous que mon oncle a remis les papiers par lesquels il donne la liberté à tous ces gens ?» Le capitaine Ispravnik. « Oui, Maria Petrovna, ils sont entre mes mains. » Madame Papovski. « Et ne peuvent-ils pas en sortir ?» Le capitaine Ispravnik. « Impossible, Maria Petrovna. » Madame Papovski. « C'est pourtant bien ennuyeux pour moi, Yefim Vassilievitch, tous ces Dvarovoïs sont si impertinents, si mauvais, qu'on ne peut pas s'en faire obéir quand ils se sentent libres. » Le capitaine Ispravnik. « Je ne dis pas non, Maria Petrovna. Mais, que voulez-vous, la volonté de votre oncle est là. » Madame Papovski. « Mais, vous savez que mon oncle m'a donné toutes les terres qu'il possède. » Le capitaine Ispravnik. « C'est possible, Maria Petrovna, mais cela ne change rien à la liberté des Dvarovoïs. » Madame Papovski. « Ces terres se montent à plusieurs millions. Il y a 6000 paysans. » Le capitaine Ispravnik s'inclina et garda le silence en regardant Madame Papovski avec un sourire méchant. Madame Papovski, après un silence. « Je n'ai pas besoin de tout garder pour moi, je donnerais bien quelques dizaines de mille francs pour avoir ce papier de mon oncle et celui qui m'interdit de faire fouetter les paysans. » Le capitaine Ispravnik ne dit rien. Madame Papovski, l'observant. « Je donnerais 50 000 roubles pour avoir ces actes. » Le capitaine Ispravnik. C'est très facile, Maria Petrovna, je vais appeler mon scribe pour qu'il vous en fasse une copie, cela vous coûtera 25 roubles. Madame Papovski se mordit les lèvres et dit après un assez long silence et avec quelque hésitation. Ce n'est pas une copie que je voudrais avoir, mais l'acte lui-même. Le capitaine Ispravnik. Ceci est impossible, Maria Petrovna. Madame Papovski. Et pourtant je donnerais 60 000, 80 000 roubles, 100 000 roubles. Comprenez-vous, Yefim Vassilievitch ? 100 000 roubles. Je comprends, Maria Petrovna, répondit le capitaine Ispravnik. Vous m'offrez 100 000 roubles pour détruire ces papiers que votre oncle m'a confiés ? Ai-je compris ? Madame Papovski répondit par une inclination de tête. Le capitaine Ispravnik. Mais à quoi me serviront ces 100 000 roubles, si on m'envoie en Sibérie ? Madame Papovski. Comment pourriez-vous être condamné, puisque les actes seraient brûlés ? Le capitaine Ispravnik. Et les copies que j'ai remises à votre juge et à vos paysans ? Madame Papovski demeura pétrifiée, elle avait oublié la copie que lui avait fait voir le juge. Le capitaine Ispravnik. Il m'est donc prouvé que vous désirez racheter ces actes, mais que vous ne savez comment faire, et que si je vous indiquais un moyen, vous me le payeriez 100 000 roubles. 100 000 roubles, plus si vous voulez, s'écria Madame Papovski. Le capitaine Ispravnik.
Alors il me reste un devoir à remplir, c'est de faire au général prince-gouverneur un rapport sur l'offre déshonorante que vous osez me faire, et qui vous mènera en Sibérie ou tout au moins dans un couvent pour faire pénitence, ce qui n'est pas agréable, on y est plus maltraité que ne le sont vos domestiques et vos paysans. Madame Papovski, terrifiée. Au nom de Dieu, ne faites pas une si méchante action, mon cher Yefim Vassilievitch. Tout cela n'était pas sérieux. Le capitaine Ispravnik. C'était sérieux, Maria Petrovna, dit l'Ispravnik avec rudesse, et si sérieux, qu'il vous faudrait me donner plus de 100 000 roubles pour me le faire oublier. Madame Papovski. Plus de 100 000 roubles. Mais c'est affreux. M'extorquer plus de 100 000 roubles pour ne pas porter contre moi une plainte horrible. Le capitaine Ispravnik. Vous vouliez tout à l'heure me donner la même somme pour avoir le plaisir de fouetter vos paysans et vos dvarovoïs et leur extorquer un abroc énorme. Vous pouvez bien la doubler pour avoir le plaisir de ne pas être fouetté vous-même tous les jours pendant 2 ou 3 ans pour le moins. Madame Papovski. C'est abominable. C'est infâme. Le capitaine Ispravnik. Abominable, infâme, tant que vous voudrez, mais vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir souscrit une obligation de 200 000 roubles remboursables en 2 ans, par moitié, au bout de chaque année, sinon, je fais atteler mon drochki et je vais déposer ma plainte chez le prince-gouverneur. Non, non, au nom de Dieu, non. Mon bon Yefim Vassilievitch, ayez pitié de moi, s'écria Madame Papovski en se jetant à genoux devant le capitaine Ispravnik triomphant. Diminuez un peu, je vous donnerai 100 000 roubles, 120 000, ajouta-t-elle. Eh bien. 150 000. Le capitaine Ispravnik se leva. Adieu, Maria Petrovna, au revoir dans quelques heures, un officier de police m'accompagnera avec 2 soldats, on vous mènera à la prison. Grâce, grâce. Dit Madame Papovski, se prosternant devant l'Ispravnik. Je vous donnerai les 200 000 roubles que vous exigez. Mettez-vous là, Maria Petrovna, dit le capitaine Ispravnik montrant le fauteuil qu'il venait de quitter, vous allez signer le papier que je vais préparer. Le capitaine Ispravnik eut bientôt fini l'acte, que signa la main tremblante de Maria Petrovna. Partez à présent, Maria Petrovna, et si vous dites un mot de ces 200 000 roubles, je vous fais enlever et disparaître sans que personne puisse jamais savoir ce que vous êtes devenu. C'est alors que vous feriez connaissance avec le fouet et avec la Sibérie. Le capitaine Ispravnik la salua, ouvrit la porte. Au moment de la franchir, elle se retourna vers lui, le regarda avec colère. Misérable, dit-elle tout haut, sans voir quelques hommes rangés au fond de la salle. Vous outragez l'autorité, Maria Petrovna. Ossip, Fedor, prenez cette femme et menez-la dans le salon privé. Malgré sa résistance, Madame Papovski fut enlevée par ces hommes robustes qu'elle n'avait pas aperçus, et entraînée dans un salon petit, mais d'apparence assez élégante. Quand elle fut au milieu de ce salon, elle se sentit descendre par une trappe à peine assez large pour laisser passer le bas de son corps. Ses épaules arrêtèrent la descente de la trappe. Terrifiée, ne sachant ce qui allait lui arriver, elle voulut implorer la pitié des 2 hommes qui l'avaient amenée, mais ils étaient disparus, elle était seule. À peine commençait-elle à s'inquiéter de sa position, qu'elle en comprit toute l'horreur, elle se sentit fouettée comme elle aurait voulu voir fouetter ses paysans. Le supplice fut court, mais terrible. La trappe remonta, la porte du petit salon s'ouvrit. Vous pouvez sortir, Maria Petrovna, lui dit le capitaine Ispravnik qui entrait, en lui offrant le bras d'un air souriant. Elle aurait bien voulu l'injurier, le souffleter, l'étrangler, mais elle n'osa pas et se contenta de passer devant lui sans accepter son bras. Maria Petrovna, lui dit le capitaine Ispravnik en l'arrêtant, j'ai eu l'honneur de vous offrir mon bras. Est-ce que vous voudriez recommencer une querelle avec moi? Non, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas bons amis? Ajouta-t-il avec un sourire charmant. Allons, prenez mon bras, j'aurai l'honneur de vous conduire jusqu'à votre voiture. Ne mettons pas le public dans nos confidences, tout cela doit rester entre nous. Madame Papovski, encore tremblante, fut obligée d'accepter le bras de son ennemi, qui lui parla de la façon la plus gracieuse, elle ne lui répondait pas. Le capitaine Ispravnik, bas et familièrement. Vous me direz bien quelques paroles gracieuses, ma chère Maria Petrovna, devant tous ces gens qui nous regardent. Un petit sourire, Maria Petrovna, un regard aimable, sans quoi je devrais vous faire connaissance avec un autre petit salon très gentil, bien plus agréable que celui que vous connaissez, on y reste plus longtemps, et on en sort toujours pour se mettre au lit. J'ai hâte de m'en retourner chez moi, Yefim Vassilievitch, répondit Madame Papovski en le regardant avec le sourire qu'il réclamait. J'ai été déjà bien indiscrète de vous faire une si longue visite. J'espère qu'elle vous a été agréable, chère Maria Petrovna, comme à moi. Certainement, Yefim Vassilievitch. Dites mon cher Yefim Vassilievitch, lui dit à l'oreille le capitaine Ispravnik,
Mon cher Yefim Vassilievitch, répéta Madame Papovski. Demandez-moi à venir vous voir, continua son bourreau. Venez donc me voir à Gromilin. Mon cher, dit l'Ispravnik, mon cher. Ah. Ah. Je meurs. Et Madame Papovski tomba dans les bras du capitaine Ispravnik. L'effort avait été trop violent, elle perdit connaissance. Le capitaine Ispravnik la coucha dans sa voiture, fit semblant de la plaindre, de s'inquiéter, et ordonna au cocher de ramener sa maîtresse le plus vite possible, parce qu'elle avait besoin de repos. Le cocher fouetta les chevaux, qui partirent ventre à terre. Bonne journée, se dit le capitaine Ispravnik. 200 000 roubles. Ah. La Papovski. Comme elle s'est laissée prendre. J'irai la voir, si je pouvais lui extorquer encore quelque chose. Je verrai, je verrai. Le mouvement de la voiture, les douleurs qu'elle ressentait et le grand air firent revenir Madame Papovski de son évanouissement. Elle se remit avec peine sur la banquette de laquelle elle avait glissé, et se livra aux plus amères réflexions et aux plus terribles colères jusqu'à son retour à Gromilin. Elle se coucha en arrivant, prétextant une migraine pour ne pas éveiller la curiosité des domestiques, et resta dans son lit 3 jours entiers. Le 4e jour, quand elle voulut se lever, un mouvement extraordinaire se faisait entendre dans la maison. Madame Papovski passa un peignoir, appela ses femmes, qui ne répondirent pas à son appel, ses enfants, qui avaient également disparu, et se décida à aller voir elle-même quelle était la cause du tumulte qu'elle entendait de tous côtés. Dans le premier salon, il n'y avait personne. Dans le second salon, elle vit une multitude de caisses et de malles. Elle entra dans la salle de billard et vit, avec une surprise mêlée de crainte, plusieurs hommes, parmi lesquels elle reconnut le capitaine Ispravnik. Il causait avec animation. En reconnaissant le capitaine Ispravnik, elle ne put retenir un cri d'effroi. Venait-il l'arrêter et l'emmener en prison? Chacun se retourna, un des hommes s'approcha d'elle, la salua, et lui demanda si elle était Maria Petrovna Papovski. Oui, répondit-elle d'une voix étouffée par l'émotion, je suis la nièce du général comte d'Ourakine. Je suis le général Negrinsky, Maria Petrovna, et je viens, selon le désir de votre oncle, prendre possession de la terre de Gromilin, aujourd'hui 10 mai. Madame Papovski, effrayée. La terre de Gromilin. Mais, c'est moi qui. Le général Negrinsky. C'est moi qui ai acheté la terre de Gromilin, Maria Petrovna. Cette nouvelle paraît vous surprendre, je l'ai achetée il y a 2 mois, et payé comptant, 5 millions. L'acte est entre les mains du capitaine Ispravnik, qui devait tenir l'affaire secrète jusqu'à mon arrivée. Je viens aujourd'hui m'y installer, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, et vous prier de retourner chez vous, comme l'a prescrit le comte d'Ourakine. Madame Papovski voulut parler, aucun son ne put sortir de ses lèvres décolorées et tremblantes, elle devint pourpre, ses veines se gonflèrent d'une manière effrayante, ses yeux semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Le prince Negrinsky la regardait avec surprise, il voulut la rassurer, lui dire un mot de politesse, mais il n'eut pas le temps d'achever la phrase commencée. Elle poussa un cri terrible et tomba en convulsions sur le parquet. Le prince Negrinsky la fit relever et reporter dans sa chambre, où il la fit remettre entre les mains de ses femmes, qu'on avait retrouvées dans la cour avec les enfants. Il était impossible de faire partir Madame Papovski dans l'état où elle se trouvait. Le prince donna des ordres pour qu'elle et ses enfants ne manquassent de rien. Au bout de quelques jours, le mal avait fait des progrès si rapides que le médecin la déclara à toute extrémité. On fit venir le prêtre pour lui administrer les derniers sacrements. Quelques heures avant d'expirer, elle demanda à parler au prince Negrinsky. Elle lui fit l'aveu de ses odieux projets par rapport à son oncle et à sa sœur, confessa la corruption qu'elle avait cherché à exercer sur le capitaine Ispravnik, raconta la scène qui s'était passée entre elle et lui, et l'accusa d'avoir causé sa mort en lui ôtant, par ses émotions multipliées, la force de supporter la dernière découverte de la perfidie de son oncle. Elle finit en demandant justice contre son bourreau. Le général prince Negrinsky, indigné, lui promit toute satisfaction. Il se rendit immédiatement chez le prince-gouverneur, qui l'accompagna à Gromilin. Le gouverneur arriva assez à temps pour recevoir de la bouche de la mourante la confirmation du récit du prince Negrinsky. Le capitaine Ispravnik fut arrêté, mis en prison. On trouva dans ses papiers l'obligation de 200 000 roubles. Il fut condamné à être dégradé et à passer 10 ans dans les mines de Sibérie. Ainsi finit Madame Papovski. Un acte de vengeance fut le dernier signal de son existence. Ses enfants furent ramenés chez eux, où les attendait leur père. Madame Papovski ne fut regrettée de personne. Sa mort fut l'heure de la délivrance pour ses enfants comme pour ses malheureux domestiques et paysans.